Bonjour. Alors, nous avons déjà vu dans une vidéo précédente les figures de l'analogie et de la substitution. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec d'autres types de figures de style, à savoir les figures de l'amplification et de l'opposition. Alors, qu'est-ce que les figures de l'amplification? Amplification qui vient du verbe amplifier, agrandir. La première figure ici, c'est l'hyperbole. Alors, c'est quoi l'hyperbole? Cette figure consiste à exagérer. Donc, exagérer pour mettre en valeur une idée ou un sentiment. C'est-à-dire, on amplifie un sentiment ou bien on amplifie une idée. Lorsque je dis, par exemple, je meurs de soif, en réalité, je ne meurs pas. Mais je cherche à exagérer un petit peu cette soif en disant je meurs. C'est pour montrer l'ampleur de ma soif, la grandeur de ma soif. Lorsque je dis il a versé un torrent de larmes, personne ne peut verser un torrent de larmes. Mais le fait de dire qu'elle a versé un torrent de larmes, ça dit qu'il a trop pleuré. Donc, une autre fois, c'est une manière d'exagérer. Donc, l'hyperbole, c'est le fait d'exagérer un sentiment ou bien une idée. Deuxième figure de l'amplification, c'est l'accumulation. C'est quoi l'accumulation? C'est lorsque on énumère un ensemble d'éléments qui appartiennent au même champ lexical. C'est-à-dire, là aussi, avec cette énumération d'un ensemble d'éléments, je cherche à exagérer. Par exemple, adieu, dans l'exemple de la fontaine, adieu, veau, vache, cochon, couvet. Je pourrais dire tout simplement adieu, animaux. Mais le fait de les classer ainsi, avec ces termes qui sont énumérés, je veux exagérer un petit peu. Regardez donc cette classification, bien cette énumération, il cherche à rendre l'idée plus amplifiée. Regardez cet exemple tiré de Voltaire, de Candide, le conte philosophique de Voltaire. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Regardez là, beau, leste, brillant, bien ordonné. Comme je viens de dire, ce sont des éléments qui appartiennent au même champ lexical. Il faut faire attention à cela, pour ne pas le confondre avec une autre figure que nous allons voir. Les mots qui sont énumérés dans l'accumulation doivent appartenir au même champ lexical. Je continue. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie. Là, regardez, là aussi, j'ai des éléments qui sont énumérés, qui appartiennent au même champ lexical. On a l'impression, tout cela, ça relève du champ lexical de la guerre, mais on a l'impression, avec les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, on a l'impression, ça vient, les canons, regardez, ça vient d'un même champ lexical. Donc, accumulation, c'est le fait de citer, d'énumérer un ensemble d'éléments appartenant au même champ lexical, pour définir, si vous voulez, le thème. On l'utilise pour définir le thème du texte. La gradation, c'est aussi une énumération, mais cette énumération, cette fois-ci, elle est organisée de façon soit croissante, soit décroissante. Donc c'est une énumération, mais qui n'est pas sur le même plan. C'est une énumération graduée, soit vers le haut, soit vers le bas. Par exemple, va, court, vole. Regardez les trois verbes. Va, court et vole. On a ici une gradation dans le sens de ces verbes-là. Va, court, vole et ne venge. C'est un vers de Corneille qui vient donc de la pièce théâtrale de Corneille. Donc il y a une gradation. Regardez le deuxième exemple. Je me meurs, c'est-à-dire je suis en train de mourir. Je suis mort, je suis enterré.
Regardez, c'est une gradation. Cette gradation-là aussi, donc, c'est une gradation qui est ascendante. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est là la gradation. Donc, c'est une énumération des termes organisés. Ça peut être de façon croissante ou décroissante. On les trouve beaucoup dans le dernier jour d'un condamné. Lorsqu'il disait chaque heure, chaque minute, chaque heure, chaque jour avait son idée. Chaque minute, regardez, ça monte. Gradation dans le temps. Chaque minute, chaque heure, chaque jour avait son idée. Et là, la gradation, elle est ascendante, elle est montante. Si je dis par exemple, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, c'est une gradation, mais descendante. Bien, l'énumération, c'est quoi? L'énumération, c'est le fait de énumérer des termes appartenant aux champs lexicaux différents. Pas répéter, mais énumérer. Je veux dire énumérer des termes appartenant aux champs lexicaux différents. C'est ce qui fait la différence entre l'énumération et l'accumulation. Je rappelle, l'accumulation, les éléments qui sont énumérés appartiennent au même champ lexical. Dans l'énumération, non. Ces éléments qui sont énumérés appartiennent aux champs lexicaux différents. La mort, la trahison, le désespoir sont là tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Regardez, les mots qui sont cités, la mort, ça n'a rien à voir avec la trahison. Ça ne fait pas partie du champ lexical de la trahison. La trahison, ça ne fait pas partie du champ lexical du désespoir. Les éclats, ça ne fait pas partie du silence, par exemple, ou les silences. Donc, des termes qui sont énumérés et qui appartiennent aux champs lexicaux différents. L'anaphore, qui est aussi une autre forme, ou bien une autre figure, des figures de l'amplification, c'est quoi? C'est le fait de répéter le même mot, ou bien un ensemble de mots, au début de plusieurs phrases. Regardez, l'anaphore, il faut aussi la distinguer de la répétition. L'anaphore, c'est lorsqu'on répète. On ne peut pas parler d'ailleurs de l'anaphore, sauf si on a au moins 2 phrases et plus. 2 phrases, 3, 4. Parce que l'anaphore, c'est le fait de répéter le même mot, ou bien l'ensemble de mots, au début, à la tête de chaque phrase. Exemple, c'est un extrait du prologue de Antigone. Elle pense qu'il va être Antigone tout à l'heure. Alors regardez, cette répétition des mêmes expressions au début, on a ici 2 phrases. Au début, les 2 phrases, c'est une figure de style qui s'appelle anaphore. Regardez exemple 2. Ô cœur qui a tant rêvé, ô cœur charnel, ô cœur inachevé, ô cœur éternel. Regardez la répétition ça c'est un poème de Charles Péguy. La répétition du même mot au début des vers, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, c'est une anaphore, donc c'est une figure de style. Faites attention, je répète, je souligne beaucoup, parce que la plupart des élèves commettent ici des erreurs, c'est la répétition au début de chaque vers ou bien de chaque phrase. Le parallélisme, c'est lorsqu'on fait une répétition, mais cette fois-ci, non pas au niveau des termes, mais au niveau de la structure grammaticale, syntaxique de la phrase. C'est-à-dire la structure syntaxique se répète dans la même phrase. Regardez cet exemple. Ils ne sont dans un bagne, anges dans un enfer. Regardez la structure de la phrase. Ils ne sont dans un bagne, anges dans un enfer. Au niveau de la structure grammaticale, les 2 propositions qui sont séparées par la virgule, ils se ressemblent. Donc, on a un certain parallélisme au niveau de la structure. Ils se ressemblent, ces 2 propositions, au niveau de leur structure, ils se ressemblent. Femme nue, femme noire, même chose. Donc, parallélisme entre les 2 parties de cette phrase. Femme nue, femme noire. Regardez, 3e. Vis-tu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Regardez, qui est vie, vis-tu de ta couleur qui est vie et ta forme qui est beauté.
C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Bien, passons maintenant aux figures de l'opposition qui expriment un certain contraste. La première figure qu'on cite ici, c'est l'antithèse. Alors, c'est quoi l'antithèse? C'est lorsqu'on oppose très fortement deux termes dans la même phrase. C'est le fait de poser dans la même phrase deux mots. Ou bien, c'est le fait de allier dans une même phrase deux mots qui ont un sens opposé. Exemple, qui aime bien, châtie bien. Regardez, aimer et châtier. Ce sont deux verbes de sens opposé. Qui aime bien, châtie bien. Une phrase dans laquelle on trouve ces deux mots qui sont opposés. Et bien sûr, ils doivent être séparés pour ne pas le confondre avec l'oxymore que nous allons voir tout à l'heure. Dans l'antithèse, les deux mots qui sont opposés doivent être séparés, même avec une virgule. Si je dis par exemple, je vis, virgule, je meurs. Je vis, virgule, je meurs. Vivre et mourir, c'est une antithèse. Ici, c'était le paradis, ailleurs l'enfer. Regardez les deux mots, le paradis et l'enfer. Figure d'opposition, c'est l'antithèse. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Donc, transir et brûler, c'est l'antithèse, les deux mots qui sont opposés. L'antithèse, donc, les deux mots qui sont opposés sont séparés l'un de l'autre. Par contre, dans l'oxymore, les deux termes s'opposent par leur sens, ils sont unis grammaticalement, c'est-à-dire ils sont placés l'un à côté de l'autre. Donc, et on doit comprendre ce contraste, on doit le comprendre par le fait de l'imagination. Regarde, lorsque je dis par exemple un silence assourdissant. Alors, un silence, normalement, qu'est-ce que ça veut dire assourdissant? Ça vient du verbe assourdir, ça veut dire faire mal aux oreilles. Et normalement, qu'est-ce qui fait mal aux oreilles? C'est le bruit. Alors que le silence, non. Alors, lorsque je dis un silence assourdissant, déjà les deux termes sont opposés, sont du sens différent. Et bien sûr, là, on évoque l'image. Écoutez, un silence qui fait mal aux oreilles. C'est l'image qui est logique, et c'est ça la littérature, c'est ça la beauté des figures du style. Il se hâte lentement. Se hâter, ça veut dire se dépêcher. Alors que lentement, c'est le contraire. Donc il y a un certain contraste, une autre fois. La bête humaine, regardez ce roman de Émile Zola, la bête humaine. Au contraire, bête et humaine, ce sont deux termes qui sont contraires. Cette obscure clarté, une clarté ne peut pas être obscure, parce que obscur, ça veut dire noir. Donc les deux mots ici sont opposés, ils sont de deux sens opposés, et regardez surtout, faites attention, ils sont placés l'un à côté de l'autre, rien ne les sépare. Silence assourdissant. On a l'impression que le deuxième mot, il est un attribut. L'antiphrase, elle exprime une idée par son contraire, dans une intention ironique. Alors là, c'est une manière de se moquer, l'utilisation de l'ironie. Lorsqu'on dit le contraire de ce que l'on pense. Regardez, anti, c'est composé de anti, qui veut dire contre, et phrase. Dans l'antithèse, on a deux mots, deux termes dans la même phrase, mais ici, c'est comme si on a deux phrases. L'une est contre l'autre. La première, c'est celle que je prononce, que je dis, et la deuxième, c'est celle à laquelle je pense. Donc, c'est une contradiction entre ce que je dis et ce que je pense. Lorsque, par exemple, je dis à un élève, tu as eu un 0 en histoire. Bravo. En réalité, le terme bravo n'a pas le sens positif. C'est de l'ironie. Parce que je ne le félicite pas. Parce qu'on ne félicite pas quelqu'un qui a un 0. Donc le terme bravo ici, c'est une antiphrase. C'est le contraire de ce que je veux dire. C'est très mauvais. Je veux dire, c'est mauvais. Lorsque je dis je suis dans de beaux draps, les beaux draps ici, il est utilisé dans le sens contraire. C'est-à-dire je suis dans une mauvaise situation. Donc là, c'est l'antiphrase.
Je rappelle la phrase de la nourrice lorsqu'il s'adressait à Antigone qui vient de rentrer à 4 heures du matin et lui dit c'est du joli, c'est du propre. Alors est-ce qu'il considérait ça comme joli, propre? Non. C'est comme s'il voulait lui dire c'est mauvais, c'est sale ce que tu viens de faire. Donc, dernière figure ici, c'est le chiasme. Les chiasmes, ce sont deux expressions qui se suivent, mais la deuxième adopte l'ordre inverse. Deux expressions qui se suivent, mais la deuxième, l'expression, la deuxième partie de la phrase adopte l'ordre inverse. Par exemple, A, B, et puis dans la deuxième partie de la phrase, je commence par B, A. L'exemple est là. Il y a de l'urgot dans l'air, il y a de l'air dans l'urgot. C'est une phrase, c'est tout là une phrase. Cette construction, elle est souvent utilisée dans des textes littéraires. Le chiasme, c'est une figure qui est aussi très utilisée. Bon, une autre fois, c'est pour servir la beauté stylistique, pour chercher à montrer la beauté du style. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Dans les deux parties de la phrase, qui sont coordonnées par « et », on voit une certaine inversion. Il faut manger pour vivre, vivre pour manger. Là, regardez l'exemple suivant. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, c'est un petit peu l'inverse. On a l'impression qu'on utilise l'inverse. Donc, voilà les figures de style dont on peut parler. Donc, on a vu dans la première vidéo, je rappelle une autre fois, les figures de l'analogie, les figures de la substitution. Et dans cette vidéo-là, on a vu les figures de l'opposition et les figures de l'amplification. Voilà, alors nous continuerons encore avec ces leçons-là de préparation de régional. Alors, à la prochaine. Merci.